à tous, c'est Galaded. Tu veux faire des grimaces, hein, c'est ça. Déjà avec Samantha on a fait une intro mais extrêmement longue, vraiment on n'arrivait pas à se lancer, t'sais. Mais il faut que je fasse un petit générique je pense, ce serait pas mal. T'as une petite musique. Ouais, j'ai un petit truc de lancement et tout, mais j'en ai un en plus. Et bon voilà. Mais bah oui, je suis bête en fait, je l'ai vraiment déjà. On se retrouve aujourd'hui avec Virginie Bonnier. C'est bon. Virginie, est-ce que tu peux te présenter? Alors ça dépend ce que tu veux savoir, mais moi je m'appelle absolument Virginie Bonnier. Je vais dire mon âge parce que j'aime bien dire mon âge. J'ai 46 ans. J'ai 3 charmants enfants qui sont tous bientôt plus grands que moi, puisque ma fille aînée fait 1m84, mon fils cadet fait 1m88, et ma fille qui a 14 ans fait la même taille que moi. Ah. Je dis ça parce que c'est, comment dire, ces 3 charmantes personnes sont très importantes dans ma vie et ont été une source d'inspiration aussi très importante pour le premier de mes ouvrages littéraires. Je les présente parce que c'est important. Donc Gwenaëlle, Emilien et Marie. Dédicace à vous. Dédicace à vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que je suis quelqu'un qui tient pas en place. J'ai une amie à moi, Annette, qui fait de la radio, avec qui je travaille régulièrement, qui dit que je suis un cerveau popcorn doublé d'un couteau suisse. Voilà, ça veut dire que couteau suisse, ça veut dire que je fais plein de trucs, et cerveau popcorn parce que j'ai 3 idées à la seconde à peu près. Et voilà. c'est une très très belle présentation, c'est comme ça que je te présenterai à chaque fois. Voilà. Aujourd'hui avec Virginie, on va faire le concept des questions-réponses parce que c'est plutôt fun et que ça marche bien. On va se poser des questions pour que vous appreniez à nous connaître, voilà, tout simplement. Et c'est parti. C'est parti. On a préparé d'abord, on a fait les petits papiers, Oui. on les a pliés, tout ça. Attention, hein, C'est très professionnel. très professionnel. C'est moi qui commence. Toi d'abord. Alors du coup, C'est ton petit tas. Lui, c'est le mien, du coup, ça c'est pour toi. quelles sont mes thématiques préférées dans mon écriture? Dans tout. Dans tout. Alors, c'est pour les plus de 18 ans ou pas? Parce que globalement, alors, ça peut paraître carrément contradictoire, mais dans les œuvres que j'ai éditées, je n'ai que des choses qui s'adressent aux jeunes enfants. Pourtant, dans mon écriture, j'écris aussi beaucoup de l'érotique. Alors j'ai envie de dire que pour arriver à faire des bébés, globalement, il faut faire un truc avant. Hein. Et c'est vrai que dans mes lectures, j'aime beaucoup les choses où il y a... Bah voilà, en ce moment, je suis en plein dans les chroniques de Bridgerton. J'adore. Oh, c'est mon Dieu. beaucoup mieux que... Non, c'est vachement mieux que la série, hein, quand même. C'est vrai. Ah oui, beaucoup mieux, sans Parce commune que mesure. ça, c'est un trauma, je le vois partout, mes potes. Mais vraiment. Mais c'est pour ça toutes mes potes que, sont à j'ai fond eu envie de lire, parce que globalement, c'est vrai que l'écriture a rien à voir avec... Enfin, rien à voir. Quand même les héros, tout ça, machin, mais du coup, il y a des passages qui sont très sensuels. Et dans mes lectures, j'adore ça. On va dire que dans mes lectures, on est plutôt sur du roman policier et des choses érotiques. Et dans mon écriture, je suis beaucoup sur la poésie, l'écriture au tout petit, et aussi l'écriture autour de l'érotisme. Deuxième question. Allez, une deuxième. Quand as-tu commencé ton activité? Quand j'ai divorcé. C'est vrai, en plus, ça, c'est pas une blague. Mon ancienne vie, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Donc, mariée, mère de famille, 3 enfants. Donc, je suis toujours mère de famille, parce que ça, je vais le rester jusqu'à la fin de mes jours. Et en fait, juste avant de divorcer, donc en 2011, j'ai commencé mon activité d'auto-entreprise qui a démarré en l'occurrence par des ateliers de lecture sur les salles d'attente de consultation de nourrissons en PMI. Et puis donc en 2012, mi-2012, j'ai divorcé et là je me suis envolée et j'ai fait tout ce que j'ai eu envie de faire, c'est-à-dire du spectacle jeune public. C'est l'époque où j'ai sorti mon premier livre. Enfin vraiment, tout a démarré à ce moment-là en fait. Il y a eu une espèce de... hop, on a ouvert la porte, tout est parti. Donc oui, c'était vraiment le démarrage de mon activité indépendante, c'est au moment où j'ai divorcé. Ça a été une belle opportunité créative, quoi. C'est ça, comme si tout avait été verrouillé avant, je me suis auto-verrouillée, mais le fait de divorcer, je sais pas, je suis sûre que ça fait ça à plein d'hommes et plein de femmes qui divorcent, de se dire qu'il y a plein de possibles qui s'ouvrent, et du coup, moi, ça m'a permis vraiment d'aller explorer toutes ces dimensions de ma créativité. Je viens juste de renouveler mon statut d'intermittente du spectacle. C'est ma 2e année et ça m'a un peu sauvé ma life quand même parce que ça donne
Ça permet de vivre convenablement, de ne pas trop se poser de questions et de pouvoir développer toutes ses idées, toute sa créativité sans se poser la question de « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour payer la facture à la fin du mois ?» Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la liberté, ouais, la vraie. À toi! À moi. Tu as été édité et ou auto-édité? Alors en fait, j'ai été éditée dans une maison d'édition à compte d'auteur. À compte d'auteur. Ah, faut expliquer aux gens parce que faut expliquer. Moi, je comprends, pas de soucis. Mais... Ouais. Alors en gros, la maison d'édition à compte d'auteur, c'est un mécanisme où en fait, on participe financièrement à l'édition de son ouvrage. En fait, l'édition à compte d'auteur, je la vois plus comme un prestataire. Oui. En fait, c'est à mi-chemin entre l'auto-édition et l'édition classique. L'avantage de l'édition à compte d'auteur, c'est qu'on bénéficie de tout le réseau de l'éditeur, de la communication, là où par exemple en auto-édité, en fait, on l'a pas. Oui, il faut ramer tout seul. Voilà, exactement. Il faut se faire une place tout seul et ça, c'est très 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 compliqué. Donc c'était il y a... Quelques années. À chaque fois que je dis ça, maintenant, je prends un giga coup de vieux parce que je me dis vraiment... Ça a été une opportunité. J'allais beaucoup au salon du livre parce que je voulais déjà être publiée très jeune. Ouais. Et j'ai rencontré mon éditrice vraiment par hasard. Et c'est ma maman qui lui a parlé en fait. Voilà. Ils sont gentils, ces mamans quand même. Ils sont gentils, ces mamans, mais c'est ma maman qui m'a trouvé pas mal d'opportunités en fait, parce qu'elle parle beaucoup de moi tout le temps, vraiment. Elle lui a parlé de moi et mon éditrice, du coup, lui a dit qu'elle m'envoie son manuscrit. Moi, là-bas, je voulais pas encore être trop publiée parce que je me disais, j'avais 15-16 ans, j'ai pas les compétences, enfin, je veux dire, j'écris pas ouf non plus, quoi, ouais. Donc... Et puis, je voulais juste un avis. Quelques semaines plus tard, elle m'appelle, elle me dit, on le fait. Allez. Parce que c'est cool, parce que c'est vendable et que c'est publiable aussi. Donc il y a eu le travail de relecture ensemble, on fait 4 à 5 relectures où on se le renvoie quand même. Donc il y a tout ce travail-là de relecture et de réécriture qui est fait. Avec elle, on a fait la couverture ensemble. Et après, voilà, j'ai commencé les salons. Et du coup, tu n'as travaillé que avec eux? Ouais. Alors, en fait... Parce que là, il y a plusieurs... Oui, oui, c'est vrai. J'en ai publié 4 en 4 ans, du coup. C'est la première partie de la saga Médaillon, et c'est vrai que, oui, j'ai travaillé qu'avec elle, puisque je suis assez fidèle, même si, et ça pourrait être l'objet d'une vidéo entière, j'ai eu beaucoup de propositions, mais ça a permis de me former, de découvrir le monde de l'édition et le monde du livre, et de mûrir surtout le projet Galaded. Que penses-tu du métier et du monde culturel actuel? Ça, c'est de la question. Hein. J'adore ce regard. Le monde culturel actuel, je trouve qu'il est merveilleux parce qu'il est ouvert vraiment sur toutes les cultures, on va dire. Alors moi, je suis une très grande fan de la culture queer pour des raisons très personnelles. Et du coup, voir les drag queens représentées le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je trouvais ça extraordinaire. Bon, Philippe Catherine Dioniso, c'était pas mal non plus. Et enfin voilà, c'est foisonnant. Et en même temps, une reconnaissance de cette richesse-là qui est, pour moi, presque au niveau zéro, quoi. Et ça, je trouve que c'est un vrai problème. On a bien vu de toute façon pendant le Covid, par exemple, les non-essentiels, c'était qui? C'était nous. Alors que globalement, on se rend bien compte que c'est utile et nécessaire pour bien vivre, de s'entourer, ne serait-ce que pour se divertir. Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Dans tout ça, il y a la dimension du divertissement aussi. C'est un monde qui est riche et foisonnant, et en même temps, de mon point de vue, pas assez reconnu au niveau des institutions, on va dire, et de la reconnaissance financière qui va avec, d'ailleurs. Ça fait rêver beaucoup de monde, parce que quand tu dis « ouais, je suis artiste, je fais ça, ça, ça et ça », « Waouh, c'est génial, c'est trop bien. Ouais. Alors, dis ça à mon banquier. Ouais. Voilà. Et en même temps, je suis sûre que tous les gens que ça fait rêver, il y en a plus de la moitié qui ne voudraient pas venir prendre ta place parce que, financièrement parlant, c'est une richesse qui est globalement assez autre que celle de financière, on va dire. Et alors, du coup, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour changer la vie des artistes-auteurs? Faire comprendre aux politiques que c'est quelque chose d'essentiel et non pas de non essentiel. Alors c'est une dimension que j'ai un petit peu de mal à assumer parce que je me dis pas d'un bord politique particulier,
Mais je me rends bien compte que pour arriver à faire avancer les choses, il y a besoin d'être militant et il y a besoin d'arriver à faire passer des messages aux politiques, vraiment. Quel conseil donnerais-tu à celles et ceux qui veulent se lancer? Oh, ça c'est une bonne question. Ne jamais abandonner. Parce que, on a dit tout à l'heure, ça fait maintenant plus de 12 ans que je travaille à mon compte en tant qu'artiste. Et il y a des fois, tu as envie de lâcher en fait. Et tu te rends compte que des fois, des choses sur lesquelles tu as travaillé, tu en récoltes les fruits 1 an, 2 ans plus tard. Et ça, au début, tu le sais pas. Il n'y a qu'au moment où tu le vis que tu peux t'en rendre compte. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner, celui vraiment d'être... de vraiment bien tenir la barre si tu y crois. Et il y a une autre chose que quand j'accompagne des étudiants entrepreneurs, je n'hésite pas à dire, c'est le fait d'être proactif. Tu vas envoyer un mail pour l'industrie par exemple. Si au bout de 3 semaines, 1 mois, tu n'as pas de réponse, tu renvoies un mail en disant « Vous avez bien reçu ? Ok ?» Et puis en général, les gens, quand tu les relances, ils te répondent. C'est de se dire que si tu crois en ton projet, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'il peut être culturel mais il peut être carrément autre, si tu crois en ton projet, il faut développer une certaine quantité d'énergie. Ça, c'est pas toi, je vais l'apprendre. On n'a pas un job de salarié, parce qu'un job de salarié, on a un chef qui nous dit ce qu'il faut faire, on a une paye à la fin du mois, c'est super méga cool. Là, non, en fait, ça marche pas du tout comme ça quand tu parles parce qu'on est dans la dimension d'entrepreneuriat finalement, hein, même quand tu es artiste-auteur, il y a quelque chose de cette dimension-là. J'ai envie de dire surtout quand tu es artiste-auteur, parce que vraiment, quand on fait nos études de lettres, ou même quand on parle des artistes-auteurs, en fait, c'est quelque chose qui m'a choquée quand j'ai vraiment découvert le métier, c'est qu'en fait la partie entrepreneuriale elle est centrale et qu'on la met pas en avant. En fait il y a ce mythe de l'artiste talentueux inné qui sera découvert, mais en fait non. Vous pensez que Balzac ou même les plus grands auteurs qu'on connaît maintenant, ils ont galéré, hein, ils ont charbonné, ils ont renvoyé des lettres à l'époque, il n'y avait pas des mails, mais voilà, ils sont allés voir les journaux, ils sont allés voir les... Même si je suis pas super méga fan de cet auteur, puisqu'il y en a un peu transphobe, mais J.K. Rowling, avant d'être édité, quand même quoi. Beaucoup de maisons d'édition qui ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Puis là maintenant elle est plus riche que la reine d'Angleterre, donc ça on est plutôt pas si mal débrouillé que ça. Et si elle avait laissé tomber, je sais pas, au bout du 4e envoi, parce que je crois que c'est la 6e ou la 7e maison d'édition, du coup, elle aurait jamais réussi à faire la vie qu'elle a. Elle n'aurait jamais connu Harry Potter. Oh, vous vous rendez compte quand même, ça aurait été dommage. J'adore, c'est la question que je préfère, elle est tombée dessus. Est-ce que tu peux me dire ce qui te définit le mieux? Ça, c'est une question en général qu'on n'aime pas s'entendre poser. Bah ouais. Je pense que c'est la folie. Ah, j'aime bien, ça c'est une bonne définition. Mais vraiment, et je me rends compte que je suis de plus en plus tarée. Mais positivement, attention. Oui, elle va pas finir en hôpital psy, vous inquiétez pas. Non, mais je pense que, en fait, dans la voie, pas forcément que culturelle, dans la voie entrepreneuriale, je pense qu'il faut avoir un sacré pet au casque pour se dire, vas-y, je vais prendre ce risque-là de me casser la gueule, ou alors de réussir à 100% et d'être libre. Voilà. Je pense qu'il faut être un peu fou pour être libre dans le travail. Et plus j'avance, plus je me rends compte que c'est ça qui me définit. Et je l'assume aussi beaucoup plus qu'avant. Ouais, c'est cool. Je pense que en fait c'est... je pense que j'ai toujours eu ce côté un peu fou parce que je me suis toujours dit que le salariat c'était pas fait pour moi. Et je me suis dit, mais d'un autre côté, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi. Donc, avant, je l'assumais pas trop. C'est pour ça que j'ai continué les études. C'est parce que je me disais, j'étais pas encore d'un cadre, etc. Mais plus ça va, plus je m'en émancipe et plus j'assume ce côté fou. Voilà, tu vois, t'as une grosse dizaine d'années d'avance sur moi. Parce que moi, j'ai commencé ça, j'avais passé 35 ans. Donc oui, une grosse dizaine d'années d'avance sur moi, tu vois. Oui. Donc c'est chouette, parce que du coup, ça va t'amener encore plus loin. Après, ça dépend. Cette dimension de liberté, elle est de plus en plus prégnante dans tous les domaines de la vie et je pense spécifiquement dans les carrières et dans le boulot. Oui. Tu vois, moi j'ai, même de l'âge de tes grands-parents, parce que moi j'ai un papa qui a 74 ans, il a fait 1, 2, 3, 4 métiers dans sa vie. Et puis là, maintenant, il est juge. Ok. Voilà, il a 74 ans, il n'a pas arrêté de travailler. Il travaille encore ? Il travaille encore, ouais. D'accord. Donc il est passionné par ce qu'il fait et je crois que c'est un de mes meilleurs exemples de se dire tout est possible. Mais mon chat. Ouais, mon papa est vraiment un de mes meilleurs exemples.
C'est très touchant. Alors, celle-ci. Comment es-tu tombé dans la musique comme Obélix quand j'étais petit? Non, c'est vrai en plus. Hein. Je crois que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été bercée par la musique. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le thème de mon prochain spectacle jeune public, puisque j'ai choisi de chanter des chansons de mon enfance pour des enfants de maintenant, donc globalement des chansons des années 80, voire même un peu plus vieilles, puisque en général, quand on écoute ce qu'écoutent nos parents, ça date d'un peu avant notre naissance. Donc du coup, c'est vrai que je crois, du plus loin que je me souvienne, comme du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours écouté, entendu des histoires. La musique a toujours fait partie de ma vie. Après, à partir de quel moment j'ai eu assez d'audace pour me mettre à chanter, c'est beaucoup plus récent. C'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai vraiment commencé à chanter il y a... Alors attends, on est en 2024, 2016, donc ça fait 8 ans. Ah, quand même. J'ai pris des cours de chant avec une chanteuse lyrique, j'ai pris des cours de chant avec une chanteuse de jazz. J'ai toujours envie de continuer à me perfectionner dans mon chant, donc cette année, je vais reprendre des cours de chant un petit peu aussi. Je vais faire une formation avec Enfance et Musique sur voix parlée, voix chantée. Ça, c'est un truc aussi qui est caractéristique de qui je suis, c'est toujours l'envie d'apprendre. Mais ça, je crois, quand on est entrepreneur, c'est un truc qui est inhérent à chacune de nos personnes. Et du coup, ouais, je continue de me former là-dessus parce que je considère, tu vois, par exemple, quand j'ai fait un appel pour créer un groupe, donc ce que je suis en train de faire en ce moment, ça fait 8 ans que je chante, et je dis que je suis chanteuse débutante. Et qu'est-ce qui t'a fait assumer, justement ? C'est des défis, en fait. Tu te lances le défi d'exposer ton écriture aux gens quand tu l'édites. Et ben là, c'est le défi de chanter devant plein d'inconnus et de se dire est-ce qu'ils vont apprécier, quoi. Donc c'est un défi. Ouais. Et puis je suis contente parce que j'ai envie de dire que défi plutôt pas trop mal réussi. Et c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas pour cette dimension-là de mon travail artistique et qui sont toujours assez agréablement surpris de comment je chante plutôt bien. C'est cool. Allez, écoutez. Allez, c'est parti, attention. Nouvelle question. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier ? Le plaisir que j'en retire, c'est ça qui me passionne le plus. Je crois que je pourrais pas faire le métier que je fais si j'y prenais pas autant de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir quand j'écris, je prends beaucoup de plaisir quand je lis, je prends beaucoup de plaisir quand je chante, je prends beaucoup de plaisir quand je danse. Et cette dimension du plaisir, pour moi, elle est inhérente à toutes les dimensions. On va dire, s'il y a un truc en commun avec tous les trucs que je fais, c'est ça, c'est le plaisir. Je crois que je ne pourrais pas faire mon métier si j'en retirais pas du plaisir. Après, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'un métier artistique, on peut ne pas prendre de plaisir à le faire ? Alors j'ai déjà vu des chanteuses discuter un peu après avec elles. Waouh! Et là tu te dis non mais madame, fais autre chose de ta vie, quoi. Enfin, si ça te déprime autant de chanter pour les gens, fais autre chose de ta vie. Ah ouais. Ouais, j'ai rarement croisé des gens comme ça. Et quand je dis du plaisir, c'est-à-dire que ça atténue aussi les dimensions dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire moi dans ma vie, ça me passionne pas d'appeler les gens en disant « Hey, est-ce que vous voudriez bien que je vienne chanter chez vous ?» ou « Hey, est-ce que vous voudriez bien que je vienne lire des histoires chez vous ?» Enfin, ça c'est un truc qui me passionne pas particulièrement. Mais quand je sais que ça va aboutir à quelque chose qui va me donner du plaisir, finalement c'est vachement plus facile à faire. Oui, c'est donc, sûr. Du coup, cette montagne de plaisir prend le dessus sur tous ces petits trucs. Voilà, gérer les devis et les factures, comment te dire, c'est pas ce qui me passionne. Hein. À quel moment tu as eu l'idée de Galaded ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Galaded a énormément évolué depuis déjà qu'on se connaît et déjà en plus depuis que j'ai eu l'idée. L'idée de Galaded, elle m'est venue, je pense, pendant mon année de droit. C'était l'année du Covid. D'accord. J'ai eu 0 cours. Je connaissais personne. Ouais. Et en fait, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et je me disais, est-ce que le droit, ça me passionne ? La réponse étant non. Le Covid a sauvé des vies aussi. Le Covid a sauvé des vies dans le sens où il y a eu énormément de réorientations, mais des réorientations généralement pour la bonne cause. C'est-à-dire que j'ai connu beaucoup d'étudiants qui se sont révélés pendant le Covid parce qu'ils se sont dit, on est dans une période où on est bloqué et en fait c'est aussi vecteur
de se dire qu'est-ce qui m'anime vraiment dans la vie et qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Parce qu'en fait, paradoxalement, comme rien n'était possible, il y avait toujours cette lueur d'espoir qu'après tout l'était. Et c'est là en fait que du coup pendant le Covid, je me suis dit mais en fait on a besoin d'un lieu de vie. Et à la base, Galadette voulait créer un café culturel. Oui, mais ça vient. Oui. Pour le coup, le café culturel où en fait il y avait le même principe que la programmation mais dans mon lieu à moi, donc dans un seul lieu. Qui serait spécialisé vraiment pour faire venir tous les artistes-auteurs à échelle locale, etc. Et j'ai découvert ensuite Pépite. Et là, par contre, j'ai fait ce que j'ai fait en un an, je l'ai fait en un mois chez Pépite. Voilà. Et là, ça a commencé. Ça fait gagner du temps, du coup. Ça fait gagner énormément de temps. J'ai démarré sur les chapeaux de roue. Et à la fin de la première année, j'ai fait beaucoup de rencontres. Et à force de discussion, et aussi à force d'aller aussi dans les cafés sur Clermont-Ferrand, je me suis dit, mais en fait, il y a déjà plein de cafés qui existent dans cette ville. Pourquoi ne pas les mettre en avant, eux, surtout qu'ils sortent du Covid et que les restaurateurs, c'était dur pour eux aussi de se relever de cette période-là. Et je me suis dit, créer de l'animation dans toute la ville à travers la culture et la culture locale, à travers un lien social de proximité. Et aujourd'hui, un an plus tard, du coup, on en est là. Mais c'est vrai que oui, et puis du coup, entre-temps, j'ai rencontré tous les artistes et auteurs de la programmation. Donc il y a eu toi en premier. Ouais, pour la petite histoire, je suis mentor chez Pépite. Et du coup, la première fois que j'ai rencontré Audrey, c'était sur le concours. La première fois que tu l'as fait. Le fameux. La première fois, parce qu'elle l'a refait cette année, elle a été primée, s'il vous plaît. Mais l'année d'avant, c'est là qu'on s'est rencontrés et je faisais partie du jury qui jugeait sa présentation pour le coup. Et vraiment, ça m'a interpellée. Donc je t'ai écouté après, je t'ai chopé à ça. Hey, coucou. C'est vrai. Et je m'en souviens, et j'étais là en mode... Bon, j'ai pas gagné, mais en vrai, c'est cool du coup. J'ai rencontré des gens. Donc ça m'a refait ma journée, parce que c'est vrai que j'avais un giga seum. 2 dernières questions. Quand tu dis « je veux être artiste », j'avais 4 ans. Et ça m'émeut. Oh non, parce qu'en fait, j'ai toujours été une danseuse. Ouais. Voilà. Ma maman m'a mis à la danse classique, j'avais 4 ans. J'en ai fait jusqu'à l'âge de mes 13 ans. J'ai fait une coupure après, parce qu'à 13 ans, je dis ouais, c'est trop cucu-concon, la danse classique. Donc j'ai fait du modern jazz, j'ai fait de la gymnastique aussi un petit peu. L'art qui prédominait un petit peu dans ma vie, c'était la danse. Et c'est aussi que ça fait aussi partie de moi quand je suis sur scène. Je danse aussi quand je suis sur scène. Bon, alors moi j'ai un papa qui a fait plein de métiers dans sa vie, mais donc le plus gros de son métier quand j'étais avec lui, c'était gendarme. Donc côté petit carré quand même. Une maman qui est mère au foyer. Et globalement, artiste, c'est pas un vrai métier. Et je crois que j'ai continué à avoir ça dans ma tête tout le long de mes années avec mon ex-mari. Et il y a un truc qui s'est débloqué au moment où j'ai divorcé. Mais du coup, ma fille aînée est comédienne. Je suis assez fière de le dire. Elle fait du stand-up. Ma petite dernière, donc à 14 ans, veut être professeure de danse. Et du coup, j'accompagne vraiment tout ça de manière... alors, j'insiste pas non plus, parce que si à un moment donné, elles ont envie de changer d'avis, elles changeront d'avis. Mais en tout cas, je crois vraiment que quand on a cette envie, c'est bien de se sentir soutenu par un de ses parents. Finalement, je danse sur scène, donc j'ai réalisé une toute petite partie de... Mais tu fais aussi beaucoup de choses. Oui, et beaucoup d'autres choses aussi, ouais. C'est une belle réalisation aussi, dans le sens où en fait t'es une artiste complète. Oui, je sais pas dessiner, c'est le seul truc que je sais pas bien faire. Oui, mais en tout cas, tu as énormément de cordes artistiques à ton arc. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié chez toi, et c'est pour ça que j'ai voulu te mettre en avant. C'est parce que j'admire beaucoup les gens qui savent faire beaucoup de choses comme toi. Et je trouve que ouais, tu peux être fière de toi du coup. Alors, quel est ton premier album jeunesse et qu'est-ce que tu préfères dedans ? Ma plus grande source d'inspiration sont mes enfants. Et en fait, mon premier album jeunesse, Mon enfant, ma douceur, c'est un album dédicace à mes 3 enfants. En fait, j'ai écrit beaucoup de poèmes pour mes enfants. Quand j'ai commencé mon métier de lectrice, c'est ça aussi qui m'a fait dire que moi aussi je pouvais faire éditer un album jeunesse. Et que j'ai pris conscience aussi que les tout petits bébés étaient des amoureux de la poésie. Ce qui est important de savoir, là je vais regarder les gens, il est important de savoir qu'on peut lire des histoires aux bébés quand ils sont dans le ventre et dès qu'ils sortent.
Et les bébés, on dit souvent oui, mais ils comprennent pas. Alors ouais, ok, ils comprennent pas le sens des mots, mais ce qui est important pour eux, c'est la musique des mots. Oui. Et la musique des mots, dans la poésie, on a tout quoi. Donc c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais reprendre mon carnet, je vais choisir. Ça a été un peu compliqué de choisir mes poèmes. Comme j'ai fait beaucoup de photos en tant que modèle, j'avais envie d'illustrer ces poèmes avec de la photographie noir et blanc, puisque le noir et blanc, c'est globalement ce qui est un peu le mieux vu par nos bébés, puisqu'ils ont une vue qui n'est pas tout à fait aboutie avant l'âge de 1 an. Tout était là-dedans, le poème, les photos, le noir et blanc. Il y a 3 poèmes sur la grossesse, il y a 3 poèmes sur le nourrisson, et alors il y a l'intrus, il y a 4 poèmes sur le jeune enfant. Alors non, je n'ai pas un enfant caché. C'est en fait... On apprend des choses aujourd'hui. Les photographes avec qui j'ai travaillé m'ont envoyé plein d'images. Parce que j'ai envoyé les poèmes en disant voilà ce que dans votre photothèque vous auriez des images qui correspondent à ce poème. Et en fait, il y a une photographie qui m'a été envoyée pour un poème que j'avais écrit sur ma petite dernière. Je trouvais pas qu'il collait complètement au poème, mais j'ai trouvé la photo tellement belle que je lui ai écrit un poème. Là est l'intrus. Il y a un dernier poème sur la famille. Et comme j'ai quand même cette dimension inclusive, il y a 2 mains d'adultes. On ne sait pas forcément si c'est une main d'homme, une main de femme, 2 mains de femme, 2 mains d'homme. Pour moi, c'est la famille dans sa plus grande diversité. Ça, voilà. je veux vraiment le lire là maintenant. Du coup, tu l'as là? Oui, je l'ai. Je peux te le chercher. Ah bah je veux bien. Allez. Mon enfant, ma douceur, ça commence par la dédicace. À mes 3 enfants, Gwenaëlle, Emilia et Marie, je dédicace plus particulièrement ce livre à ma grande fille d'amour, qui du haut de ses presque 20 ans a eu la force de dire haut et fort qui elle est, une femme transgenre. Je t'aime ma princesse. Donc cette dédicace, elle n'existe pas sur la première édition en 2015. Et ce poème-là n'existe pas sur la première édition non plus, puisque au-delà de changer de genre, elle a fait un truc que beaucoup d'enfants font, c'est-à-dire qu'elle est partie, petites études à Lyon. Oui. Et donc j'ai rajouté ce poème pour ne jamais oublier que nos petits deviendront grands. Et donc du coup, il y a 3 poèmes sur la grossesse, donc avec 3 jolies photos de bidous, qui sont aucun de ces bidous sont les miens, je tiens à préciser, parce qu'on me pose souvent la question. Vrai. Celui-là, ouais, c'est mon tout premier bébé livre. Et on peut le retrouver encore? Bien sûr, je suis bientôt référencée sur Electre, je suis référencée chez De Citre à la Fnac, je fais régulièrement des salons, des marchés, des choses comme ça. Pour l'instant, j'avoue que je me suis pas trop appliquée à en faire, mais... On le montre à la caméra? Oui, on le montre à la caméra, regardez, mon enfant, ma douceur. Voilà, que vous pouvez retrouver sur tous les sites précédemment cités. Allez, une dernière question pour toi, jeune fille. Peux-tu m'expliquer ce qu'est le galatelier? Le galatelier, c'est très simple, c'est une formation d'1 an. Un atelier d'écriture avec 2 séances pratiques par mois et 2 séances théoriques et pratiques à la fois, parce que en fait, le galatelier se veut extrêmement pratique parce qu'il veut faire avancer les gens. Parce que c'est en fait le problème qui pêche, c'est que commencer un livre, c'est facile, le terminer, c'est beaucoup moins facile. Voilà. Donc le galatelier, il est là pour ça, il est là pour vous accompagner sur toute une année, dans toutes les étapes, le processus d'écriture, la réécriture, et même il vous donne des tips d'édition. Voilà, parce que du coup je suis passée par pas mal de l'édition à compte d'auteur, mais aussi l'édition classique, l'auto-édition. C'est l'aventure, on va dire, de l'écrivain, et c'est démontrer que on va dire que l'écriture n'est pas innée. Le talent non plus, ça se travaille. Et oui. C'est un vrai processus, c'est long, ça peut être décourageant parfois, mais avec le groupe, parce que vous êtes par groupe de 5, et en écriture pratique vraiment, on est tous ensemble, toute la promo. Donc il y a entre 30 et 40 personnes. À taux complet. C'est se motiver, avancer et arriver au bout de son projet, sans parler de se professionnaliser, c'est possible si vous le souhaitez, mais au moins arriver et aboutir à un projet créatif éditorial et mettre un premier pied, on va dire, dans le monde culturel. Du coup, retrouvez le galatelier sur le site internet. Vous pouvez vous inscrire et ça commence début octobre. Ça s'adresse vraiment aussi à tout type d'auteur confirmé, déjà publié, qui n'a jamais écrit, etc. Okay. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez Virginie en septembre. Oui, tout à fait. Sur la programmation, et pour la suite, n'hésitez pas à aller la retrouver. C'est Nini la magicienne sur les réseaux sociaux. Oui, ou Nini et compagnie, on peut me trouver aussi. Suivez Galadad aussi, parce que c'est important quand même. Hein, c'est important. Si vous voulez venir nous voir, il faut suivre Galadad. On se dit à très vite. Ciao. Salut.